Dans le café, ce lundi matin, le broyeur faisait plus de bruit que les conversations. Une femme blonde vêtue d'un manteau rouge s'est approchée du comptoir, les mains bougeant avec précaution, mais le barista s'est contenté de sourire. Si vous ne pouvez pas parler, vous ne devriez peut-être pas commander. Personne ne bougea pour l'aider. Puis un homme vêtu d'un tablier usé s'avança, faisant signe à la petite fille à côté de lui avant de se tourner vers la femme. À ce moment-là, ses yeux s'illuminèrent. Il sourit. Un latte au lait d'avoine, c'est ça? Elle posa une carte de visite sur le comptoir. Vivian Rhodes, PDG, Oralis Technologies. Il se figea. Cette entreprise lui avait enlevé la personne qu'il aimait le plus au monde. Daniel Brooks avait 36 ans et chaque matin, il se réveillait dans le silence. Pas un silence paisible, mais celui qui suit la perte d'une chose précieuse. Il y a 3 ans, il était ingénieur en informatique spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il avait travaillé sur des systèmes qui prédisaient des schémas de circulation, analysaient des flux de données et aidaient les machines à comprendre le comportement humain. Sa femme Rachel travaillait à ses côtés dans le même secteur. Brillante et passionnée par la sécurisation des technologies, elle partageait une petite maison en banlieue avec leur fille Sophie, née sourde, mais dont le rire remplissait toutes les pièces. Puis l'accident est survenu. Une voiture autonome fabriquée par Oralis Technologies est mal fonctionnée sur une autoroute pluvieuse. Le logiciel du véhicule n'a pas détecté le trafic à l'arrêt devant lui. Rachel traversait la rue avec ses courses. Elle n'a pas eu la moindre chance. Le procès intenté par Daniel a été rejeté. Les preuves ont disparu. Les avocats de l'entreprise étaient trop puissants. Leurs ressources étaient infinies comparées à son chagrin. Il a perdu son emploi lorsqu'il s'est trop exprimé sur la responsabilité des entreprises. Il a perdu sa maison lorsque les frais juridiques ont épuisé leurs économies. Il ne lui restait plus que Sophie et une rage si profonde qu'elle ne pouvait s'exprimer qu'à l'intérieur de lui-même. Il travaillait désormais de nuit au Seattle Brews, un petit café du centre-ville où les pourboires étaient corrects et les questions rares. Il vivait dans un appartement exigu à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où le chauffage fonctionnait à peine et où les murs étaient si fins qu'on entendait les voisins se disputer. Mais les dessins de Sophie recouvraient toutes les surfaces, des paysages au crayon, des couchers de soleil peints au doigt, la vision d'une enfant sur les couleurs dans un monde devenu gris. Chaque soir avant son service, Daniel comptait l'argent dans le tiroir de la cuisine. Le loyer était dû dans 12 jours. Les frais de scolarité de Sophie à l'école spéciale pour enfants sourds étaient dus dans 15 jours. Il prenait des heures supplémentaires, réparait des voitures dans un garage le week-end, rentrait à la maison avec de l'huile sous les ongles et une fatigue profonde. Il portait un bracelet en argent gravé de 5 mots. « Écoute avec ton cœur ». Rachel le lui avait offert pour son dernier anniversaire avant de mourir. À l'époque où il croyait encore que le monde était juste et que les gens bien étaient récompensés. Il ne l'enlevait jamais, même lorsque le métal devenait chaud sous son pouls. S'il perdait son emploi au café, il n'aurait aucun plan de secours, aucun compte d'épargne, aucune famille à appeler, juste lui et Sophie contre une ville qui avait déjà prouvé qu'elle s'en fichait. Il se disait que s'il pouvait juste battre l'hiver, les choses s'amélioreraient. Le printemps était toujours synonyme de possibilité, mais le destin en avait décidé autrement. Il pleuvait le matin où Vivian Rhodes est arrivée à Seattle. Ce n'était pas la douce bruine qui fait la renommée de Seattle, mais une pluie froide et battante qui poussait les gens à se réfugier à l'intérieur, les manteaux trempés et l'air irrité. Elle se démarquait immédiatement, grande, posée, vêtue d'un manteau rouge sur mesure qui semblait coûteux même sous les lumières fluorescentes. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une torsade soignée. Elle portait une petite aide auditive cachée derrière son oreille gauche, discrète mais visible si l'on savait où regarder. Son expression était soigneusement neutre, le genre de visage que les gens arborent lorsqu'ils ont appris à ne plus s'attendre à de la gentillesse. Elle s'approcha du comptoir et commença à signer. Ses mains bougeaient avec précision, demandant un latte avec du lait d'avoine, sans sucre. Le barista, un jeune homme nommé Tyler, qui travaillait le matin, la regarda d'un air perplexe. Puis il rit. « Madame, je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous ne pouvez pas parler, vous ne devriez peut-être pas commander. » Quelques clients à proximité ont gloussé. Une femme a chuchoté à son ami. Le visage de Vivian est resté impassible.
Mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la résignation, comme si cela s'était déjà produit auparavant et se reproduirait encore. Daniel essuyait les tables dans un coin. Sophie était à côté de lui avec son sac à dos, attendant qu'il ait fini pour qu'il l'accompagne à l'école. Sa fille tirait sur sa manche, ses petites mains bougeant rapidement. « Elle est comme moi, papa. » Il leva les yeux. Il vit la femme au comptoir, vit son appareil auditif, vit la dignité avec laquelle elle se tenait, même si les gens riaient, et quelque chose en lui se brisa. Il s'approcha, ses mains déjà en mouvement alors qu'il s'avançait. « Que désirez-vous » Viviane tourna brusquement la tête vers lui, les yeux écarquillés de surprise. Pendant un instant, elle ne répondit pas, comme si elle ne pouvait croire que quelqu'un lui avait réellement fait signe. Puis ses mains bougèrent, avec précaution et gratitude. « Un latte au lait d'avoine, sans sucre, s'il vous plaît. » Daniel se tourna vers Tyler. « Un latte au lait d'avoine, sans sucre. » Le sourire narquois de Tyler s'estompa. Il enregistra la commande sans un mot. Pendant qu'ils attendaient, Sophie s'approcha de la femme, ses mains bougeant avec l'honnêteté intrépide des enfants. « Tu es belle. » Viviane cligna rapidement des yeux. Puis elle sourit. Un vrai sourire, celui qui illuminait ses yeux et adoucissait les traits de son visage. Elle s'agenouilla à la hauteur de Sophie et lui répondit en langue des signes. « Toi aussi. » Une larme coula sur la joue de Viviane. Elle l'essuya rapidement, comme si elle n'avait pas l'habitude de pleurer en public. Mais Daniel la vit. Il vit la solitude dans ce simple geste qui signifiait qu'elle se sentait comprise. Lorsque le café au lait fut prêt, Viviane fouilla dans son manteau et en sortit une carte de visite. Elle la posa sur le comptoir devant Daniel, puis signa « Merci » avant de sortir sous la pluie. Daniel ramassa la carte. Viviane Rhodes, directrice générale, Auralis Technologies. La pièce se mit à tourner. Ce nom, cette entreprise, celle qui avait enterré la vérité sur la mort de sa femme, celle qui avait demandé à des avocats de supprimer des emails et de payer des témoins, celle qui s'en était tirée sans encombre tandis qu'il enterrait Rachel sous la pluie. Sophie tirait à nouveau sur sa manche, lui demandant ce qui n'allait pas. Mais Daniel était incapable de bouger. Il fixait simplement la carte, le logo brillant captant la lumière, se moquant de lui. Viviane Rhodes avait perdu Louis à l'âge de 10 ans. Elle se souvenait de l'explosion, du bruit aigu et terrible qui avait précédé le silence. Sa mère, Elaine Rhodes, était ingénieure chimiste et travaillait tard dans le laboratoire. Viviane lui rendait visite après l'école, assise dans un coin à faire ses devoirs, lorsque la réaction a mal tourné. L'explosion a tué sa mère sur le coup. Elle a brisé le tympan de Viviane et endommagé les nerfs de son oreille gauche de manière irréversible. Elle a passé des semaines à l'hôpital, apprenant que le monde ne serait plus jamais le même pour elle. Et son père, Gregory Rhodes, fondateur d'Auralis Technologies, a passé ces semaines à lui enseigner une autre leçon. Le pouvoir, c'est la seule voie que les gens respectent. Gregory a élevé sa fille pour qu'elle soit intouchable, pour qu'elle ne montre jamais de faiblesse, pour qu'elle utilise la richesse et le contrôle comme une armure contre un monde qui, autrement, la considérerait comme inférieure. Viviane a appris la langue des signes en privé, mais a refusé de l'utiliser en public. Elle portait des appareils auditifs qui coûtaient des milliers de dollars et s'exprimait avec une diction parfaite afin que personne ne devine ce qu'elle avait perdu. Elle a construit des murs si hauts qu'elle-même a fini par oublier ce que c'était que d'être vulnérable. Lorsqu'elle a hérité d'Auralis à l'âge de 30 ans, elle était exactement ce que son père avait prévu. Une PDG qui ne s'excusait jamais. Une femme qui imposait le silence plus que les mots. Quelqu'un qui croyait que si l'on faisait preuve de compassion, les gens en profiteraient. Mais la solitude avait le don de s'infiltrer même à travers l'armure la plus épaisse. La nuit, dans son penthouse stérile surplombant la ville, Viviane retirait ses appareils auditifs et s'asseyait dans le noir. Le silence n'était pas paisible. Il était simplement vide. L'histoire de Daniel était différente, mais les blessures étaient les mêmes. Rachel Brooks était programmeuse chez Auralis Technologies, où elle travaillait dans la division des véhicules autonomes. C'est elle qui avait découvert la faille dans le logiciel de navigation, une erreur critique qui entraînait une mauvaise estimation des distances de freinage sur sol mouillé. Elle l'avait documenté, avait envoyé des rapports à son supérieur et avait exigé que le lancement du véhicule soit reporté jusqu'à ce que le problème soit résolu. Son supérieur était Marcus Hale, directeur des opérations chez Auralis.
Un homme qui mesurait le succès en termes de bénéfices trimestriels et de parts de marché. Il avait dit à Rachel que les données n'étaient pas concluantes, que le calendrier de lancement ne pouvait pas être retardé, qu'elle était trop prudente. Lorsqu'elle avait menacé de passer par-dessus lui, il l'avait réaffecté à un autre projet et avait enterré ses rapports dans un serveur que personne ne consultait. 4 mois plus tard, le logiciel du véhicule avait échoué. Rachel avait été tuée. Marcus avait fait effacer son dossier professionnel. Il s'était assuré que les emails internes ne soient jamais divulgués. Il a payé les bonnes personnes et le procès s'est effondré avant même d'arriver devant les tribunaux. Daniel s'est retrouvé seul avec une fille à élever et un cœur rempli d'une rage qu'il ne savait où mettre. Il a essayé de continuer à travailler, mais la colère l'a suivi dans les réunions, dans les revues de code, dans toutes ses interactions, jusqu'à ce que ses employeurs décident qu'il représentait un trop grand risque. Il a donc disparu dans des emplois peu rémunérés, où personne ne posait de questions et où personne n'attendait rien. Sophie a grandi en ne connaissant sa mère qu'à travers des photos et des histoires. Elle touchait les photos en suivant le visage de sa mère du doigt, et Daniel lui parlait de la femme qui avait voulu rendre le monde plus sûr, la femme qui avait essayé de s'exprimer, la femme qui avait été réduite au silence. 3 ans plus tard, le PDG de l'entreprise qui avait tué sa femme était entré dans son café et avait souri à sa fille. L'univers avait un sens cruel de l'ironie. 2 jours plus tard, Vivian est revenue. Daniel était en train de réapprovisionner les tasses derrière le comptoir lorsqu'elle est entrée. Cette fois-ci, elle ne portait pas son manteau rouge, mais un simple pull gris et un jean. Elle ressemblait à n'importe qui d'autre, si ce n'est par son attitude, comme si elle avait l'habitude de diriger, même lorsqu'elle n'essayait pas de le faire. Elle s'est dirigée directement vers lui et a posé une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et une invitation à Orlus Technologies. Nous développons un système d'intelligence artificielle capable de traduire la langue des signes en voix en temps réel. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne le silence. Quelqu'un qui sache ce que cela signifie lorsque le monde n'écoute pas. Je voudrais vous proposer un poste de consultant avec des horaires flexibles, un salaire compétitif et la possibilité de construire quelque chose qui compte. Daniel fixa la note, la mâchoire serrée. Tout son instinct lui criait de refuser, de froisser le papier et de le jeter, de lui dire qu'il ne voulait rien avoir à faire avec l'entreprise qui avait détruit sa vie. Mais Sophie apparut alors à ses côtés, son cartable rebondissant sur ses épaules. Elle était en avance. Il avait demandé à un voisin de l'amener après l'école. La fillette regarda Vivian, puis la note, puis son père. Ses petites mains bougeaient avec une grande délicatesse. « Papa, peut-être que cette fois, tu peux réparer ce qui nous a fait du mal. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Sophie avait 7 ans et était déjà assez sage pour voir ce qu'il ne voyait pas. Cette colère ne ramènerait pas Rachel. Se cacher ne changerait pas le passé. Peut-être, juste peut-être, y avait-il quelque chose qui valait la peine de se battre et qui n'impliquait pas la vengeance. Il regarda Vivian. Elle soutint son regard, attendant. Il acquiesça d'un signe de tête. « Je viendrai la semaine prochaine. » Les épaules de Vivian s'affaissèrent légèrement, un soulagement qu'elle ne chercha pas à cacher. Elle fit un signe à Sophie. « Ton père est très courageux. » Sophie sourit et lui répondit par un signe. « Je sais, le bâtiment d'Orlus Technologies était exactement comme Daniel s'en souvenait dans les reportages lors du procès. Du verre et de l'acier dominant le centre-ville de Seattle comme un monument au progrès. À l'intérieur du hall, le sol était entièrement recouvert de marbre et des écrans LED affichaient les cours de la bourse et les résultats de l'entreprise. Des personnes vêtues de costumes coûteux se déplaçaient dans l'espace avec l'assurance de ceux qui savent qu'ils sont gagnants. Daniel se sentit immédiatement déplacé. Son jean était usé, sa veste effilochée au poignet. Sophie lui tenait fermement la main, les yeux écarquillés, admirant les surfaces brillantes et écoutant le bourdonnement des voix qui résonnaient sous les hauts plafonds. Vivian les rejoignit à l'ascenseur. Elle avait repris son uniforme de PDG, avec un blazer sur mesure, des talons aiguilles et les cheveux tirés en arrière. Mais lorsqu'elle vit Sophie, son expression s'adoucit. Elle s'agenouilla et signa. « Je suis contente que tu sois venue. » Sophie lui répondit par signe. « Cet endroit est immense. Tu en es la propriétaire? » Vivian sourit. « J'en suis responsable. » C'est différent. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 15e étage,
où le laboratoire de recherche en IA occupait toute une aile. Vivienne avait réservé une salle privée pour Daniel et Sophie, équipée d'ordinateurs, de tableaux blancs et d'un coin rempli de livres et de jouets pour occuper la petite fille pendant que son père travaillait. Les autres employés observaient Daniel avec curiosité et méfiance. Ils sentaient leur regard le suivre dans les couloirs. Il entendait les questions chuchotées. Qui est-il? Pourquoi est-il ici? Est-il vraiment qualifié? Mais Vivienne avait été claire. Cet homme est consultant sur notre projet le plus important. Il possède l'expertise dont nous avons besoin. Traitez-le avec respect. Daniel passa la première semaine à examiner le code des systèmes d'IA, à analyser les algorithmes de reconnaissance du langage des signes, à tester la précision de la traduction. Ce travail lui était familier et le ramenait dans le monde qu'il avait laissé derrière lui. Et malgré tout, malgré sa colère et son chagrin, il se surprit à s'intéresser au projet, à vouloir construire quelque chose qui pourrait aider des personnes comme Sophie, comme Vivienne, comme tous ceux qui avaient été ignorés parce que le monde ne prenait pas la peine de les écouter. Vivienne passait au laboratoire chaque après-midi pour vérifier l'avancement des travaux et poser des questions. Leur conversation mêlait mots parlés et phrases signées, passant naturellement de l'un à l'autre. Daniel remarqua à quel point elle se détendait lorsqu'elle signait, comme si elle pouvait être elle-même au lieu du personnage qu'elle incarnait dans les salles de réunion. Sophie devint une habituée du bureau, charmant le personnel avec ses dessins et son utilisation intrépide de la langue des signes. Elle s'asseyait pendant les réunions et colorait tranquillement, posant parfois des questions en langue des signes qui faisaient rire les ingénieurs. Qu'est-ce qu'un algorithme? Pourquoi les ordinateurs ont-ils besoin d'apprendre? Peuvent-ils rêver? Daniel ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas exactement du bonheur, mais peut-être quelque chose qui s'en rapprochait. La possibilité que la vie puisse être plus qu'une simple survie. Et puis Marcus Hale l'a découvert. Marcus Hale avait 40 ans, il était grand et mince, avec des cheveux blonds lissés en arrière et des yeux de la couleur de la glace ancienne. Il portait des costumes sur mesure et une montre sertie de diamants qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Il travaillait chez Auralus depuis 15 ans, gravissant les échelons grâce à des décisions calculées et une impitoyable stratégie. Lorsqu'il apprit que Vivienne avait engagé un consultant sans l'accord du conseil d'administration et que ce consultant était Daniel Brooks, il ne prit pas la peine de cacher son mépris. Il trouva Daniel dans le laboratoire un après-midi. Sophie était assise à la table, en train de dessiner pendant que son père travaillait. Marcus entra sans frapper. Sa présence remplit la pièce comme un courant d'air froid. « Tu penses que ton histoire de Soba t'a valu une place à cette table? » Daniel se retourna lentement. Il avait déjà vu le visage de Marcus dans des dépositions et des articles de presse. L'homme qui avait tué sa femme par négligence, puis avait étouffé l'affaire avec de l'argent. « J'ai été invité, » dit Daniel calmement. Marcus s'approcha. « Tu es un ingénieur raté qui n'a pas réussi à s'imposer dans le monde réel. Et maintenant, tu es ici à jouer à la famille avec le PDG en utilisant ton enfant sourd comme carte de sympathie. » Sophie leva les yeux, sentant la tension, même si elle ne pouvait pas entendre les mots. Daniel serra les poings. « Ma fille n'a rien à voir avec ça, n'est-ce que pas? » Marcus sourit d'un sourire fin et acéré. Vivienne a un faible pour les causes caritatives, mais cette entreprise ne fonctionne pas avec des sentiments. Elle fonctionne avec des résultats. Et vous n'êtes qu'un autre handicap en puissance. Il partit sans attendre de réponse. La porte se referma derrière lui. Cette nuit-là, Daniel ne put dormir. Il resta éveillé dans son appartement, écoutant la respiration de Sophie dans la pièce voisine, repensant aux paroles de Marcus. Casse sociale. Handicap. Les mêmes mots qui le suivaient depuis la mort de Rachel. Les mêmes suppositions que faisaient les gens lorsqu'ils voyaient un père célibataire qui luttait pour garder la tête hors de l'eau. Mais quelque chose d'autre le tracassait. Une remarque de Marcus qui ne lui semblait pas juste. Cette entreprise ne fonctionne pas avec des sentiments. Comme si les émotions étaient une faiblesse. Comme si se soucier des gens était un défaut plutôt que l'essentiel. Daniel sortit du lit et ouvrit son ordinateur portable. Il avait toujours accès au réseau interne d'Auralus grâce à son travail de consultant. Il se mit à chercher, suivant les fils du code et les structures des fichiers, à la recherche de tout ce qui semblait anormal. 3 heures plus tard, il trouva. Caché dans un serveur archivé marqué Lecteur H, il y avait des journaux datant d'il y a 3 ans, des diagnostics de véhicules,
des rapports d'erreur et une chaîne d'emails entre Rachel Brooks et Marcus Hale. Les avertissements de Rachel, les rejets de Marcus. Et puis, après l'accident, une dernière note. Enterre ça. Ne laisse aucune trace. Les mains de Daniel tremblaient tandis qu'il téléchargeait les fichiers. C'était ça. La preuve qui avait été effacée. La preuve que Marcus était au courant du défaut et l'avait ignoré. Que Rachel était morte. Parce qu'un homme se souciait plus des profits que de la sécurité. Il devait montrer ça à Vivien. Mais alors qu'il fixait les fichiers, une peur glaciale s'installa dans sa poitrine. Marcus était puissant. Il avait déjà enterré ça une fois. Il pouvait le refaire. Et cette fois, Daniel avait plus à perdre. Il devait protéger Sophie. Le lendemain matin, Daniel se rendit au bureau de Vivien. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la ville, et elle se retourna lorsqu'il entra. Son visage était calme, mais ses yeux étaient fatigués, comme si elle n'avait pas dormi non plus. « J'ai trouvé quelque chose, dit-il. Il lui montra les fichiers, les emails, les rapports de Rachel, la dissimulation de Marcus. Vivienne lut tout en silence, son expression s'assombrissant à chaque page. Lorsqu'elle eut terminé, elle regarda Daniel avec un regard qui pouvait être de la culpabilité, du chagrin ou les deux. « Mon père était au courant, dit-elle doucement. Il a demandé à Marcus de s'en occuper discrètement, pour protéger la réputation de l'entreprise. Je ne connaissais pas les détails, mais je savais que quelque chose avait été étouffé. Je l'ai toujours su. » Daniel sentit la colère monter en lui. « Et tu n'as rien fait. J'avais 29 ans et j'avais peur de décevoir mon père, » dit Vivien, la voix brisée. « J'ai passé toute ma vie à être ce qu'il voulait que je sois, et je me suis détesté pour cela chaque jour. » Elle se détourna, s'essuyant rapidement les yeux. « Je ne peux pas réparer ce qui s'est passé. Je ne peux pas ramener votre femme, mais je peux m'assurer que Marcus ne s'en tire pas à nouveau. »« Il va nous détruire, » dit Daniel. « Il a le conseil d'administration. Il a les avocats. Alors nous nous battrons plus intelligemment. » Vivienne le regarda et, pour la première fois, Daniel vit non pas un PDG, mais une femme qui en avait tout autant marre de mentir que lui. « Nous le dénoncerons publiquement d'une manière qu'il ne pourra pas dissimuler. » Ils passèrent les 2 semaines suivantes à monter leur dossier. Daniel travailla tard le soir, recoupant les dossiers, trouvant tous les liens entre les décisions de Marcus et les pannes des véhicules. Vivienne a contacté des journalistes, des enquêteurs, toute personne susceptible de les aider à faire éclater la vérité. Mais Marcus n'était pas stupide. Il avait des yeux partout dans l'entreprise. Et lorsqu'il a compris ce qu'il faisait, il a réagi rapidement. D'abord, il y a eu les rumeurs. Des murmures selon lesquels Vivienne couchait avec un subordonné, qu'elle était compromise, que son jugement n'était pas fiable. Les membres du conseil d'administration ont commencé à poser des questions. Les actionnaires ont exprimé leurs inquiétudes. Marcus a joué le rôle du directeur général loyal, exprimant sa tristesse face aux mauvaises décisions de Vivienne, suggérant qu'elle avait peut-être besoin de temps pour se remettre les idées en place. Puis vint l'ultimatum, une réunion à huis clos avec le conseil d'administration. Vivienne eut le choix, démissionner temporairement et laisser Marcus prendre la relève en tant que PDG par intérim, ou faire face à un vote de défiance qui la destituerait définitivement. Elle refusa et ils la destituèrent quand même. Le même jour, Daniel a été escorté hors du bâtiment par la sécurité. Son accès a été révoqué. Son contrat de consultant a été résilié. La raison officielle était l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. La vraie raison était que Marcus voulait qu'il parte. Daniel est allé chercher Sophie à la crèche au rez-de-chaussée, les mains tremblantes lorsqu'il lui a fait signe. « Nous rentrons à la maison. » Elle l'a regardé avec de grands yeux. « Avons-nous fait quelque chose de mal? »« Non, ma chérie. Nous avons essayé de faire quelque chose de bien, et parfois c'est pire. » Ce soir-là, Vivienne était assise dans son appartement terrasse, les lumières de la ville scintillant en contrebas. Elle avait retiré ses appareils auditifs, laissant le silence l'envelopper comme une lourde couverture. Elle avait perdu, Marcus avait gagné, et l'entreprise que son père avait créée continuerait à privilégier le profit plutôt que les personnes. Elle pensait à Daniel, à Sophie, à toutes les personnes comme Rachel, qui avaient essayé de s'exprimer et avaient été réduites au silence. Et elle pensait à la femme qu'elle était devenue, froide, contrôlée, complice. Elle avait passé tellement de temps à ériger des murs qu'elle avait oublié comment être humaine. C'est Sophie qui a tout changé. 3 jours après le licenciement de Daniel, la petite fille l'aidait à emballer ses affaires.
Ils n'avaient pas les moyens de rester. Il avait trouvé un logement moins cher de l'autre côté de la ville, plus petit et plus froid, mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. Sophie fouillait dans les vieilles boîtes de sa mère, regardant des photos et des bibelots. Lorsqu'elle trouva quelque chose dont Daniel avait oublié l'existence, une clé USB glissée dans une enveloppe adressée à Daniel. Il la brancha sur son ordinateur portable et le visage de Rachel apparut à l'écran. Elle avait enregistré une vidéo 3 jours avant sa mort. Son expression était sérieuse. Ses yeux étaient fatigués, mais déterminés. Daniel, si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose a mal tourné. J'ai documenté tout ce qui concerne le défaut du véhicule. Marcus n'arrête pas de me faire taire, mais je dois garder une trace de tout cela. Je télécharge ici toutes les images des tests, les simulations ratées, les signes avant-coureurs, tout. La vidéo passe aux images de la caméra embarquée d'un véhicule d'essai. Il pleut, c'est une autoroute. La voiture s'approche trop vite du trafic à l'arrêt. La voix de Rachel en arrière-plan est urgente et effrayée. Marcus, les commandes manuelles ne fonctionnent pas. Arrête tout. Mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Elle a percuté la barrière à pleine vitesse. L'écran est devenu noir. Daniel est resté figé, les larmes coulant sur son visage. Rachel savait. Elle avait essayé et elle avait laissé des preuves derrière elle parce qu'elle savait que Marcus essaierait de l'effacer. Sophie a touché son bras, ses mains bougeant doucement. Maman voulait dire la vérité. Daniel a regardé sa fille, âgée de 7 ans, et déjà plus courageuse qu'il ne l'avait jamais été. Il a pris son téléphone et a appelé Vivien. Elle est arrivée à son appartement 1 heure plus tard, toujours vêtue des mêmes habits qu'elle portait depuis 2 jours, les cheveux détachés et le visage épuisé. Daniel lui a montré la vidéo. Elle l'a regardée 3 fois, son expression se durcissant à chaque visionnage. On peut s'en servir, a-t-elle dit. Marcus l'enterrera comme il a enterré tout le reste. Pas si nous rendons cela public, pas si nous le montrons à tout le monde en même temps. Vivian sortit son téléphone et commença à passer des appels. Des journalistes, des reporters spécialisés dans les technologies, tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Puis elle passa un dernier appel au FBI. 2 agents fédéraux arrivèrent le lendemain matin. Ils prirent des copies des fichiers. Ils interrogèrent Daniel. Ils examinèrent les journaux du disque dur H et ouvrirent une enquête officielle sur Orlis Technologies pour fraude d'entreprise et homicide par négligence. Marcus a tenté de minimiser l'affaire. Il a essayé de prétendre que les fichiers avaient été fabriqués, mais la vidéo ne pouvait pas être truquée. La voix de Rachel, les horodatages, les métadonnées, tout était là. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires avait lieu dans 5 jours. Vivian avait été interdite d'y assister, mais il lui restait une carte à jouer. Un discours public devant les investisseurs, les médias et tous ceux qui avaient douté d'elle. Elle a demandé à Daniel de se tenir à ses côtés. Il a accepté. La salle de conférence était bondée. Les actionnaires occupaient tous les sièges. Les journalistes se pressaient contre les murs. Les caméras suivaient chaque mouvement sur scène. Marcus se tenait au podium et prononçait son discours préparé à l'avance sur l'innovation, la croissance et l'avenir prometteur d'Orlis. Puis Vivian entra. Les agents de sécurité tentèrent de l'arrêter, mais elle continua d'avancer. Daniel et Sophie la suivaient. La foule murmura. Le sourire de Marcus se figea. Viv monta sur scène et retira ses appareils auditifs. Elle les posa sur le podium avec un léger clic que le micro capta. Puis elle commença à signer. La salle devint silencieuse, confuse. Mais derrière elle, l'écran géant s'alluma. Le système de traduction IA qu'ils avaient construit ensemble, celui que Daniel avait codé et que Vivian avait financé, commença à traduire ces signes en mots qui remplirent la salle. Cette entreprise a fait taire la vérité. Aujourd'hui, le silence répond. L'écran changea. La vidéo de Rachel fut diffusée. Ses avertissements, les images du test, l'accident. La voix de Marcus qui lui disait « Les données n'avaient pas d'importance. » Des cris étouffés parcoururent la foule. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Marcus tenta de parler, mais les agents du FBI, qui attendaient au dernier rang, s'avancèrent. Ils lui passèrent les menottes devant des centaines de témoins. « Marcus Hale, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, obstruction à la justice et négligence criminelle. » La salle explosa. Les journalistes ont crié des questions. Les actionnaires se sont levés, mais Vivian a continué à signer. Ses mains étaient fermes, même si des larmes coulaient sur son visage.
Rachel Brooks a essayé de sauver des vies. Elle a été réduite au silence. Aujourd'hui, je lui rends sa voix. Daniel se tenait à côté d'elle. La main de Sophie dans la sienne, il regardait l'homme qui avait tué sa femme être emmené. Ce n'était pas la paix. Ce n'était pas la guérison, mais c'était de la justice. Finalement, les retombées ont été rapides. Marcus a été officiellement inculpé. Le conseil d'administration a lancé une enquête interne. Des dizaines de corps ont été reconnus complices de la dissimulation. Certains ont démissionné, d'autres ont été licenciés. Le cours de l'action de la société a chuté et Oralis Technologies a fait l'objet de poursuites judiciaires de la part des familles et des victimes à travers le pays. Mais Vivienne n'a pas abandonné. Elle s'est battue pour reconstruire. Elle a repris le contrôle en tant que PDG, cette fois sans l'ombre de son père qui planait sur elle. Et la première chose qu'elle a faite a été de créer la Fondation Rachel Brooks, un fonds dédié à l'éthique technologique, à la protection des lanceurs d'alerte et au soutien des familles touchées par la négligence des entreprises. Daniel a été nommé directeur technique de la Fondation. Il a travaillé avec des ingénieurs, des décideurs politiques et des défenseurs pour créer de nouvelles normes en matière de sécurité de l'IA. De vraies normes qui font passer les personnes avant les profits. Et Sophie est devenue le visage de la nouvelle mission d'Orales. Elle est apparue dans des supports promotionnels. Son sourire radieux et son utilisation sans crainte du langage des signes ont montré au monde entier à quoi ressemblait réellement l'inclusion. L'entreprise a intégré l'accessibilité dans toutes ses conceptions. Des consultants sourds et malentendants ont été associés à chaque projet. Le système de traduction par IA qu'ils avaient mis au point est devenu open source, accessible gratuitement à tous. 6 mois après le procès, Sophie a subi une opération d'implantation cochléaire. L'intervention a été prise en charge par la Fondation, tout comme les années de thérapie et de soutien. Daniel lui tenait la main dans la salle de réveil, attendant le moment où l'appareil serait activé. Lorsque l'audiologiste l'a allumé, Sophie a écarquillé les yeux. Elle pouvait entendre le bip des moniteurs, le bruissement des draps, la respiration de son père. « Papa » a-t-elle dit à voix haute, d'une voix faible et incertaine. Daniel a eu la gorge serrée. « Je suis là, ma chérie. » Sophie a souri, les larmes coulant sur ses joues. « Ta voix ressemble à de la lumière. » Viven se tenait dans l'embrasure de la porte et observait la scène. Elle avait été présente à chaque rendez-vous, chaque consultation, chaque moment d'angoisse. Et lorsqu'elle vit Sophie entendre la voix de son père pour la première fois, elle comprit pourquoi Rachel s'était battue. Pas seulement pour la sécurité, mais aussi pour la connexion, la capacité d'être entendue et d'entendre, de participer pleinement à un monde qui avait tenté de les laisser de côté. 1 an après l'arrestation, le Seattle Bruce Calf avait un nouveau propriétaire. Daniel avait utilisé une partie de l'argent de l'accord pour l'acheter à l'ancien propriétaire qui était prêt à prendre sa retraite. Il avait conservé le nom, mais avait tout changé. Le personnel avait été formé à la langue des signes de base. Le menu était disponible en braille. Il y avait des heures calmes le matin pour les personnes sensibles aux stimuli sensoriels. Ce n'était pas seulement un café. C'était un espace où les personnes qui avaient été négligées pouvaient enfin se sentir les bienvenus. Par un dimanche matin ensoleillé, Vivienne entra dans le café. Elle ne portait pas ses appareils auditifs. Elle n'en avait pas besoin ici. Elle portait une robe rouge, ses cheveux étaient lâchés et elle semblait plus détendue que Daniel ne l'avait jamais vue. Elle s'approcha du comptoir et fit signe. Un latte au lait d'avoine. Daniel sourit. Comme toujours, Sophie sortit en courant de l'arrière-boutique, son implant cochléaire visible derrière son oreille. Elle avait appris à naviguer entre les deux mondes, signant quand elle le voulait, parlant quand elle en avait besoin. Sans jamais s'excuser pour l'un ou l'autre, elle serra Vivienne dans ses bras. La femme s'agenouilla et lui rendit son étreinte avec une fougue qui la surprit elle-même. Tous trois s'assirent près de la fenêtre, la lumière du soleil filtrant à travers la vitre et réchauffant la table. Daniel versa le café dans 3 tasses. Celle de Sophie contenait surtout du lait, mais elle avait insisté pour avoir la même que les adultes. Ils ne parlèrent pas beaucoup, ils n'en avaient pas besoin. Certaines conversations se déroulaient en silence, d'autres avec des mots, d'autres encore dans l'espace entre les deux. Dehors, la ville continuait de vivre. Les voitures klaxonnaient, les gens se pressaient, le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur du café, il y avait quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas celle qui efface la douleur, mais celle qui laisse place à la guérison. Viven tendit la main par-dessus la table et prit celle de Daniel. Il ne la repoussa pas.
Sophie sourit et posa sa petite main sur les leurs. Écoute avec ton cœur, signa Sophie de sa main libre. Daniel sourit. Les mots de Rachel vivent à travers sa fille, à travers la fondation, à travers chaque personne qu'ils ont aidé à trouver sa voie. La vapeur s'élevait de leur tasse, tourbillonnant dans la lumière du soleil. Quelque part en arrière-plan, la machine à expresso sifflait. Une chanson jouait doucement dans les haut-parleurs. Sophie rit de quelque chose qu'elle seule comprenait. Et pour la première fois depuis des années, Daniel eut l'impression de pouvoir respirer. Vivian le regarda et il la regarda en retour. Pas de mots, juste de la compréhension. Deux personnes qui avaient appris que le silence n'était pas l'absence de son. C'était de la présence de l'écoute. Et parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire était de laisser de la place à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse être entendu. La caméra reculait. Si c'était un film, on aurait vu les trois personnages encarrés par la fenêtre, la ville derrière eux, la lumière se reflétant sur leur visage. L'image aurait fondu au noir sur leur sourire, sur le café qui refroidissait entre eux. Sur la promesse que certaines fins étaient aussi des débuts. Mais ce n'était pas un film. C'était la vie, désordonnée, compliquée et jamais tout à fait terminée. Il y aurait d'autres luttes, d'autres combats, d'autres jours où le poids du passé semblerait trop lourd. Mais il y aurait aussi d'autres matins comme celui-ci. Plus de café, plus de rire, plus de moments où le monde semblerait doux plutôt que cruel. Et cela suffisait. L'écran s'éteindrait maintenant s'il y avait un écran. Mais à la place, il n'y a que la chaleur du café, la vapeur qui s'échappe des tasses. Trois personnes qui se sont trouvées dans les décombres et ont décidé de construire quelque chose de nouveau. Même dans le silence, l'amour parle le plus fort. Et il continuerait à écouter.